Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission mixte du Cercle du renouvellement constitutionnel et du Cercle du renouvellement spirituel, puisque nous abordons deux sujets, je dirais, frères, c'est-à-dire la notion d'entropie et de négantropie. Nous allons voir ce dont il retourne. Donc c'est la deuxième émission sur ce thème jumeau. La première émission, première partie, qui a été réalisée par Christian Lauru, où il nous a présenté la notion d'entropie, au sens, je dirais, traditionnel de cette notion, qui n'est pas facile à saisir. Et je me rappelle qu'il a évoqué lui-même le fait que, y compris les concepteurs, les penseurs qui ont élaboré ces théories pratiques, hein, physiques, n'en comprenaient pas eux-mêmes toutes les implications. Donc aujourd'hui, présentation, cette fois-ci centrée sur la négantropie. Donc vous voyez à l'écran la présentation que je vais faire. Je vais demander à mes camarades de cheminer simultanément dans cette présentation. Alors, émission mixte, cercle du renouvellement constitutionnel, cercle du renouvellement spirituel, donc où il sera notamment expliqué la notion de négantropie. Quand même pas, déjà la notion d'entropie n'est pas forcément très commune, donc celle de négantropie l'est encore moins. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, messieurs? Ah oui. Et où sera démontrée la dimension cosmologique de cette notion. Alors, à l'agenda aujourd'hui, un agenda très copieux, donc une émission quand même assez copieuse, je dirais, assez grosse. Donc déjà, on va rappeler l'entropie, hein, comme principe et les trois principes fondamentaux de la thermodynamique qui régissent l'univers. Donc c'est là où on voit justement qu'il y a un impact à la fois spirituel et politique, puisque si ça régit tout l'univers, ça a forcément des impacts, des implications dans notre vie humaine et au-delà. Après, nous verrons comment est née cette notion de négantropie. Et puis, j'élargirai cette notion à, justement, une vision beaucoup plus large, totalement cosmologique, voire cosmogonique. Et puis, après, j'énoncerai le principe négantropique, finalement. Et puis, voir que je proposerai une mesure, y compris de la négantropie, une mesure physique de la négantropie. Puis, nous terminerons par des approfondissements, des limites, toucher les limites également de nos connaissances et autres, et des prolongements éventuels, et justement ces impacts spirituels et politiques. Là, tu ne partages pas ton écran, hein? Non, non, je ne partage pas mon écran, je suis en page 4. J'enregistre directement, c'est pour ça que je vous demande de suivre sur la présentation que je vous ai envoyée en PDF. Parce que ça capture, je ne fais pas une capture en plein écran, donc pour limiter la taille de la vidéo. Donc c'est les aspects techniques. Voilà. Donc je suis en page 4. Donc rappel déjà de la notion d'entropie. Bon, je vous renvoie à l'émission de Christian que nous avons enregistrée la semaine dernière. Donc selon le Wikipédia, l'entropie est une grandeur physique qui caractérise le degré de désorganisation d'un système. Donc degré de désorganisation, notez S, et son unité, c'est en joules par Kelvin. Donc joule, unité d'énergie, K, Kelvin, unité de température. Température au sens absolu du terme. Puisque le 0 degré Kelvin correspond au 0 absolu. L'entropie augmente nécessairement lors de transformations irréversibles qui surviennent dans un système isolé, donc un système qui n'échange rien avec l'extérieur. Et l'entropie créée, c'est ce qui se passe à l'intérieur, les variations qui se passent à l'intérieur d'un système, et est forcément
supérieur ou égal à 0, dans le meilleur des cas. Et donc ce qui signifie qu'il y a toujours des pertes lors d'une transformation irréversible. C'est pour ça qu'on n'a jamais des rendements de 100%. Il y a toujours des pertes dans tout système, notamment les systèmes que nous fabriquons, comme les moteurs, etc. C'est lié également, puisque ça se déroule dans le temps, ces transformations, c'est lié également au principe de causalité. Bon, l'exemple classique, hein, c'est celui du verre cassé, qui augmente le désordre, puisque d'une unité, un verre qui était assemblé, vous le faites tomber, il se casse. Donc il est en 1000 morceaux, on va dire, mais il ne se reforme pas spontanément. Hein. Donc on passe d'un état improbable, c'est-à-dire du verre, de la silice, etc., organisé en forme de verre, vers un état plus probable, c'est-à-dire du verre, de la silice dispersé en grains de sable. J'amplifie un petit peu, mais le principe est celui-là. Alors, si on approfondit un petit peu la notion d'entropie, et ce que nous en disent certains penseurs, justement, qui ont pensé la négantropie, dont Bernard Stiegler, qui est mort il y a 3 ans maintenant, philosophe, enfin moi je le considère comme un philosophe français et son groupe de réflexion autour. L'entropie, lui, il l'explique comme une propriété des configurations. Donc, et plus précisément de l'évolution de ces configurations, ce qui la distingue de la question des quantités de matière et d'énergie. C'est-à-dire que c'est les configurations, donc ce qui va constituer un système, et tous ces constituants, justement, qui vont en fait évoluer dans ce système, hein, ces transformations de configuration. Et donc, ça se retrouve également, donc là, une autre définition, une autre parole de Bernard Stiegler sur cette notion. La mesure de l'entropie est un rapport concentration-dispersion au regard de configuration possible. Donc là, on voit bien que le verre, il était très concentré, il est cassé, il est tout dispersé. D'accord ? Mais c'est les configurations que peuvent prendre la silice pour pouvoir s'assembler en verre. Et c'est la formule de Boltzmann, hein, qui donne une autre formule pour l'entropie, qui est S égale à KB, c'est-à-dire la constante de Boltzmann, logarithme népérien de oméga, oméga étant le nombre d'états microscopiques possibles. Là, on a une approche de physique statistique. Donc ces configurations peuvent intervenir, je dirais, dans des systèmes qui sont soit ouverts, soit fermés. Système fermé, c'est le cas typique justement des lois fondamentales de la thermodynamique, qui étudie les systèmes fermés, donc qui n'échangent rien avec l'extérieur, que les systèmes ouverts échangent en entrée et en sortie des choses en entrée, de la matière ou de l'énergie. Dans les systèmes fermés, l'entropie ne peut que croître. Et c'est ce que dit... Est-ce qu'on parle de système adiabatique, c'est ça? Alors oui, j'ai vu ce terme, mais je ne l'emploie pas parce que je ne l'ai pas bien compris. Donc, je ne parle que des termes je passerai là-dessus. C'est déjà assez complexe comme ça, mais je pense effectivement c'est ce terme-là qui est utilisé. Mais je préfère ne pas utiliser des termes que je ne comprends pas. Enfin, j'aurais pu le comprendre, mais c'est déjà assez complexe comme ça. Donc je ne suis pas rentré dans ces points, dans ce point de vocabulaire, je veux dire. Mais je crois que c'est ça, oui. Donc c'est ce que dit le deuxième principe, la deuxième loi, qui est la plus importante, c'est celle qui est la plus impactante en tout cas de la thermodynamique. Alors, à partir de ce rappel de l'entropie, il y a eu naissance de la négantropie, de cette notion de négantropie. Puisque là, on voit bien qu'on parle des systèmes fermés, mais quid des systèmes ouverts, justement, qui échangent de la matière et de l'énergie avec l'extérieur, en entrée comme en sortie. Quid des systèmes également qui sont en déséquilibre, là on parle des systèmes qui arrivent à un équilibre, mais des systèmes qui sont en déséquilibre permanent. L'exemple du système en déséquilibre permanent, c'est le vivant. C'est nous qui sommes notre corps qui est en déséquilibre permanent et qui doit le rétablir en permanence, justement, par exemple en respirant,
En respirant, nous expirons de l'air qui est moins chargé en oxygène et nous aspirons de l'air chargé en oxygène pour pouvoir nous maintenir. Donc nous sommes en permanence dans un déséquilibre. Je prends pour cet exemple de la respiration, mais tous nos autres échanges à l'extérieur sont de cette nature. Nous n'avons pas nous sommes pas dans une situation. L'équilibre doit être maintenu en permanence. Hein. Donc ils sont en déséquilibre en définitive. Quid également des flux de matière, donc avec des flux de matière et d'énergie entrant et sortant. Quid de la vie, notamment, puisque s'il n'y avait que l'entropie dans l'univers, eh bien, il n'y aurait pas grand-chose et tout serait étalé. On voit bien que le sens, c'est le verre, il va dans un sens de se décomposer en morceaux. Ce qu'il faut bien voir, c'est quid de la vie, quid de l'auto-organisation des systèmes biologiques, notamment les êtres vivants. Mais il a bien fallu fabriquer ce verre, notamment. Donc il y a bien des phénomènes dans l'univers qui s'opposent, je dirais, à cette silice complètement étalée et non structurée. Et c'est notamment Erwin Schrödinger qui a commencé à parler de cette notion de négantropie. Alors Erwin Schrödinger, donc en 1944, qui a écrit un livre qui s'appelle What is Life? Qu'est-ce que la vie? Erwin Schrödinger, c'est un des grands fondateurs de la mécanique quantique, donc physicien quand même très renommé, et qu'on connaît. Alors il y a quelqu'un qui est parti? J'ai l'impression. J'ai entendu un... Il y a un de nos autres qui est parti. Oui, c'est Claude. Claude a été déconnecté. On va l'attendre un petit peu pour qu'il se reconnecte. Je t'entends pas, Jean-Claude. J'en profite pour te proposer, plutôt que de commenter, enfin, c'est pour les gens qui regarderont cette vidéo, il serait peut-être mieux d'avoir tes diapos, au moins que tu mais il les voit les diapos, eux. Ah bon? Oui. Pardon, d'accord. Voilà, on t'a attendu, Claude. Tu n'as rien raté. Bon, au monteur, clap de... On recommence. C'est reparti. Tu étais en train de parler de Schrödinger. Erwin Schrödinger, dont on connaît le chat, hein, qui est dans un état, donc la fameuse expérience du Schrödinger, c'est ce Schrödinger-là, hein, de la mécanique quantique, qui est dans un état superposé, à la fois mort et vivant, puisque dépendant d'un état quantique, d'un niveau microscopique, avec des répercussions à niveau macroscopique. Voilà. J'ai prévenu que c'était une présentation assez lourde, hein, donc voilà. Donc c'est, au fond, toute cette notion de négantropie vient du fait du paradoxe de la vie, qui quelque part semble s'opposer à la deuxième loi de la thermodynamique. Mais en réalité, elle ne contrevient pas à la deuxième loi de la thermodynamique, de la loi fondamentale de la thermodynamique, puisque nous sommes dans des systèmes ouverts. Et donc, évidemment, c'est différent. C'est pour ça que c'est tout à fait en accord, en fait, avec les lois de la thermodynamique. Et si on prend par exemple les constats qui sont faits, c'est que les êtres vivants échangent justement avec l'extérieur, ils boivent, ils mangent, ils respirent, ils se chauffent. Ça, c'est pour les flux entrants. Mais pour les flux sortants, vous déféquez, vous urinez, vous transpirez, vous rayonnez de l'énergie, hein, sous forme de rayonnement infrarouge. Donc nous avons des flux entrants et des flux sortants. Le vivant, en définitive, compense en permanence les effets, justement, de la deuxième loi de la thermodynamique. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est née cette notion de négantropie, proposée initialement par Schrödinger, et puis qui a été vraiment, je dirais, inventée comme concept par Léon Brillouin, qui l'a appliqué à la théorie de l'information, et qui a démontré en définitive la similitude entre la mesure de la négantropie et la qualité de l'information, puisqu'on a une extension de l'entropie également dans le domaine des sciences de l'information.
Et notamment, il propose une résolution avec un montant d'énergie qui est nécessaire pour que le démon de Maxwell puisse s'animer. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, hein, parce que c'est là je renvoie il y a beaucoup de documentation sur ce que c'est que le démon de Maxwell, etc. etc. Je renvoie, et il y aura une liste de références à la fin, de toute façon, assez importante sur ces notions-là. Je lui pose ça à qui? Alors, donc, la négantropie du vivant, elle ne contredit pas la loi de la thermodynamique, les trois lois, et notamment la deuxième de la thermodynamique, parce qu'elle s'applique localement, justement. Donc, et de manière temporaire. C'est ça, en fait, vraiment la chose importante. Donc, comment cela se déroule-t-il? En fait, le vivant reçoit de l'énergie concentrée, que ce soit de l'énergie solaire par du rayonnement ou chimique, parce que bon, on peut avoir aussi de l'énergie potentielle sous forme d'assemblage de molécules sous forme chimique. Et elle reçoit également d'autres matériaux qui sont nécessaires à son fonctionnement. Nous avons besoin d'eau, de potasse, etc., etc. Et puis elle rejette des matériaux dont certains vont aussi contenir de l'énergie chimique potentielle, mais d'un niveau, ce qu'on appelle de niveau de qualité inférieur. Et de la même façon pour l'énergie est diluée, que nous restituons, que nous avons en sortie, ça va être de l'énergie mécanique, par exemple pour nous déplacer, hein, donc on va dissiper de l'énergie mécanique, de l'énergie thermique, puisqu'on on chauffe, et puis de l'énergie également sous forme d'assemblage chimique, l'énergie potentielle, peut-être dans l'urine, etc. Donc, en définitive, on reçoit de l'énergie concentrée, on ressort de l'énergie diluée. Donc là, on est tout à fait, en fait, en accord avec le principe deuxième principe de la thermodynamique, puisqu'en fait, ça crée du désordre, mais à plus grande échelle. Hein, il faut bien voir, et on va parler tout à l'heure du système Terre, c'est qu'en fait, c'est au niveau du système Terre, à minima, on va dire, qu'en définitive, l'énergie qu'on reçoit va être qui est de haute qualité, qui vient du Soleil, hautement énergétique, va sortir sous une forme de plus basse qualité, réémise par la Terre. Alors je dirais que sur cette notion de négantropie du vivant, il y a à peu près consensus, même je crois Christian, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, je crois qu'il y a consensus à peu près sur cette notion de négantropie lorsqu'elle s'applique au vivant, puisqu'elle est tellement, je dirais, évidente qu'il est difficile de la nier. Donc voilà, donc j'ai évoqué le système Terre. Donc le système Terre, donc l'immense majorité de ce que les vivants utilisent sur Terre, c'est de l'énergie qui vient du Soleil. Alors il y a d'autres énergies, comme l'énergie qui vient notamment des entrailles de la Terre, mais qui sont infiniment moins importantes en termes de volume que ce qui nous arrive par le rayonnement solaire. Donc toutes les transformations négantropiques procédées par le vivant utilisent cette énergie. Soit elles l'utilisent directement, soit elle l'utilise indirectement, donc par exemple pour nous chauffer quand on est au soleil, ou avec l'effet de serre notamment qui renforce, qui augmente la température sur Terre, nous permet de vivre dans l'environnement. Donc ça, c'est, je dirais, une utilisation directe. Et indirectement par le résultat d'autres transformations, des transformations du vivant, la poussée des plantes par exemple, ou la croissance des animaux. Donc des transformations précédentes sous forme d'énergie ou sous forme de matière. Donc énergie chimique, puisqu'ils vont avoir accumulé de l'énergie sous forme d'assemblage, je dirais, moléculaire, qui vont être au travers de nos cellules, et en partie des mitochondries, qui vont être produire l'énergie qui nous anime. Ça, c'est ce qu'il faut. Il y a comme flux entrant, et en flux sortant, les rejets sont de deux natures. Il y a des rejets de matière
et il y a des rejets qui vont pouvoir être recyclés, réutilisés par d'autres organismes vivants. Mais il y a également des rejets finaux qui, eux, sont vraiment, et là on voit bien justement, je dirais, l'entropie en termes matériels, hein, c'est le 4e principe proposé par Georgescu Roegen, où il y a de la matière qui n'est plus utilisée, qui n'est plus utilisable, et des rejets finaux de matière du vivant qui s'accumulent. Hein. Notamment, toutes les couches géologiques que nous avons, tous les fossiles que l'on retrouve dans la Terre, tout ce qui est les massifs calcaires ou ça, c'est du vivant, ce sont des rejets finaux de l'activité organique. Et puis, autre rejet, c'est l'énergie qui est dissipée finalement dans l'espace sous forme d'infrarouge, donc sous une forme moins disponible pour une utilisation ultérieure, pour un travail ultérieur. Donc en fait, la Terre reçoit autant d'énergie qu'elle en réémet, sauf qu'elle va recevoir de l'énergie dans des hautes longueurs d'onde, et elle va par contre réémettre autant d'énergie pour rester dans un niveau d'équilibre au niveau température globale, en rejetant des infrarouges, et nous participons à cela. Voilà le système Terre, je dirais, de façon typique. Alors, Bernard Stiegler propose une définition de l'anégotropie qui est la suivante. Donc, qui ne contredit pas justement les lois de la thermodynamique, de l'entropie. Capacité à différer la dispersion de l'énergie. Voilà la définition qu'il propose de l'anégotropie. Alors, donc là, qui je dis fait à peu près consensus. Je vous propose donc de voir un élargissement maintenant de cette notion. Puisque le vivant, évidemment, est une structure, sont des structures, les organismes vivants sont des structures, mais ce ne sont pas les seuls qui existent dans l'univers. Il y a plein de choses qui sont structurées, en commençant par les quarks qui ont émergé au moment du Big Bang, qui se sont, donc au départ, il n'y avait qu'une soupe de quarks, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, qui se sont, à un moment donné, assemblés en nucléons, protons, neutrons, notamment, qui se sont ensuite de nouveau assemblés sous forme d'atomes, qui peuvent après s'assembler sous forme de molécules, qui elles-mêmes peuvent s'assembler sous forme de poussière, qui eux-mêmes s'assemblent sous forme d'astres, de galaxies, d'amas de galaxies, de super-amas de galaxies, et puis qui finissent aussi, en tout cas pour ce qui nous concerne, et dans ce que l'on connaît de façon certaine, sous forme du vivant. Tout cela témoigne d'une structuration, à partir d'une soupe indifférenciée initiale, d'une structuration qui est croissante. Donc, comme l'entropie est croissante, mais cette fois-ci, il y a aussi une structuration qui est croissante. Il y a donc aussi un principe qui pousse la matière à se structurer toujours plus. Donc, nous avons de nouveau perdu quelqu'un. Je pense que c'est peut-être Claude de nouveau. Oui, on va attendre qu'il revienne. Ça vous permet d'avoir un petit intermède dans cette présentation un peu dense. Ça va me permettre de boire un peu d'eau. Voilà. Donc, tu n'as rien perdu, hein, Claude. J'ai coupé. Voilà. Donc, cette tendance à ce principe qui pousse la matière à se structurer toujours plus, comment se manifeste-t-il? Donc nous sommes page 11. Hein. Donc, eh bien, il y a les forces fondamentales qui existent dans l'univers, que l'on a constaté, qu'on a découvertes, qui poussent à cette structuration, et c'est justement cela, la négotropie. Il y a comme force fondamentale, on en connaît 4. Il y a la gravité, c'est-à-dire l'attraction entre les masses. Il y a l'électromagnétisme, c'est l'attraction ou la répulsion entre pôles, que ce soit des pôles électriques ou magnétiques. Il y a l'interaction forte, qui est une force d'attraction entre les quarks, qui vont former d'une part les nucléons et aussi les atomes.
l'interaction faible, quatrième interaction, c'est l'interaction entre fermions, qui produit la radioactivité bêta et permet la fusion nucléaire, qui est un processus tout à fait fondamental pour justement fabriquer des structures encore plus élaborées que les atomes, mais des atomes de chiffres atomiques plus élevés, du fer, de l'oxygène, du carbone, puisqu'au départ, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers. Et pas d'autres matériaux du tout. Alors que nous sommes faits de carbone, justement. On voit bien. Donc ce sont ces 4 forces, en définitive, qui poussent à la structuration de la matière. En plus de cela, je dirais, il y a toutes les conséquences de ces 4 forces, c'est-à-dire tout ce qui va découler de cet assemblage et de cette formation de structure. Et donc, on va avoir de la lumière, bon, qui est déjà, je dirais, une particule élémentaire de photons, mais qui est très élémentaire, peut-être la plus élémentaire qui soit. Mais il y a également de la matière en mouvement. Donc, il y a des particules qui sont en mouvement, des poussières, de vents solaires qui vont en définitive se déplacer dans l'univers, notamment sous l'action justement de la gravité, et qui vont ou de rayonnements qui vont pousser ces particules. Et donc, il va y avoir également percussion, interaction entre la matière. Donc, il y a ces forces fondamentales, mais il y a aussi toutes les forces qui en découlent. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis, un troisième élément, il y a aussi l'historique. C'est-à-dire que, comme c'est irréversible, il y a des choses qui se sont passées, puis il y a d'autres qui ne se sont pas passées, et c'est irréversible. C'est-à-dire, bon, si on prend la formation d'une planète, par exemple, elle s'est formée à tel endroit, elle aurait pu se former un peu ailleurs si les conditions initiales étaient un petit peu différentes, mais c'est fait quelque part. Et donc, cette notion d'historique est également très importante, puisque ça change sans cesse les conditions des choses. Et par exemple, c'est ce qui va faire qu'on va peut-être avoir d'une diversité, notamment des systèmes planétaires, très grande, puisque les conditions sont différentes à chaque fois. On peut parler du temps. On peut parler du temps, en fait. C'est la notion temporelle et c'est la dimension de temps. C'est exactement ça. C'est la dimension de temps, et dans laquelle, avec la causalité qui fait qu'un événement qui s'est passé, on ne le défera plus. Et donc, il aurait pu se passer un petit peu différemment, mais maintenant, il s'est passé de cette façon A, il aurait pu se passer de la façon A, B ou C, il s'est passé de cette façon A, et du coup, comme il s'est passé de cette façon A, eh bien, ça va impliquer d'autres choses après, qui auraient pu être différentes si ça s'était produit de façon B, si tu veux. C'est ça, en fait, l'historique. C'est que l'histoire, elle a un fil, il n'y en a pas 50. Voilà, l'effet papillon aussi. Exactement. Alors, c'est très exactement ça, en fait. On va y revenir tout à l'heure. C'est très exactement ça. Et donc, comment agissent ces forces fondamentales qui portent à la structuration de la matière et de l'énergie? En fait, ce sont des contraintes qui s'exercent sur la matière et sur la notion d'énergie libre dont a parlé la dernière fois Christian. Donc l'énergie libre, c'est par exemple l'énergie rayonnée par le soleil, qui, si on la laisse comme ça, elle est libre, elle va se diffuser à l'infini. Et pareil pour le vent solaire, à la limite, qu'envoie également le soleil, ces matières et cette énergie se dispersent. La matière, c'est aussi une planète comme la Terre, par exemple. Donc tout ça forme un ensemble de contraintes. Et s'il y a un mot-clé que vous devez retenir, c'est vraiment cette notion de contrainte. On exerce des contraintes sur l'entropie. Et là, je voudrais vous inciter à regarder les vidéos de Michel Galliana, qui sont extrêmement intéressantes. Alors lui, il ne parle jamais de négantropie. Bon, je ne partage pas toutes les opinions qu'il a et qu'il développe à partir de ça, mais peu importe. Il explique très bien dans ses vidéos, justement, ce qui se passe avec le moteur de l'univers et de la vie, l'entropie. Voilà. Donc lui, il reste sur la notion d'entropie, nous verrons après. Mais la question centrale, c'est en définitive cette question de contrainte. Par exemple, il prend l'exemple ici des chutes du Niagara, où il y a une énergie potentielle avec l'eau qui est en haut de la montagne. Elle descend, elle tombe, donc sous forme avec de l'énergie cinétique. Et puis, il va y avoir un échauffement très léger en bas de la chute, et puis c'est tout.
Cette énergie, ici, elle ne produit rien. Elle ne produit aucun travail, sauf un très léger réchauffement. Un très léger réchauffement de l'eau ici, mais qui est à peine perceptible. Il prend un autre exemple, dans un feu de forêt, l'énergie chimique du bois qui brûle, hein, un feu de forêt il brûle la forêt, mais il va produire certes de la matière, donc de l'eau, du CO2 et d'autres poussières, etc. Mais ça se transforme en chaleur, donc une énergie chimique, mais ça ne produit rien, ça ne produit aucun travail. Hein. Parce qu'il n'y a pas de contrainte qui s'exerce. Donc on voit que l'entropie, je dirais, seule, ne produit rien. Et c'est ce deuxième transparent à droite, là, qui dit que pour que l'énergie fournisse un travail, il faut qu'elle se heurte à des contraintes, justement. Donc les 4 contraintes dont je parlais notamment tout à l'heure. On le voit bien, très bien ici, c'est très bien illustré par cette... ici, il montre une rivière, mais en définitive, ces méandres qui se forment, c'est justement parce qu'il y a eu la contrainte de la matière qui a empêché l'eau de s'écouler de façon en ligne droite. Et donc, qui va faire cette contrainte exercée par la matière, donc contrainte de gravité, contrainte de résistance des matériaux, etc., qui va faire qu'il va y avoir une structure qui va se former, des méandres, qui vont faire que la rivière va être structurée, plutôt que d'être toute droite, comme les voudraient les lois simplement mathématiques. Donc cette notion de contrainte elle est tout à fait importante pour qu'il y ait un travail qui se produise et pour qu'il y ait une structure qui puisse se mettre en place. Donc, je vous invite vraiment, je vous aurai les liens à la fin de cette présentation, à visionner ces vidéos, elles sont tout à fait passionnantes. Si on prend par exemple la formation des astres, bien, les 4 forces fondamentales agissent, notamment à partir de nuages de poussière qui sont dans l'espace, par une agrégation, par une structuration, au travers de la loi de la gravité en particulier, pour former des étoiles. Mais les étoiles, c'est aussi parce qu'il va y avoir des réactions nucléaires à l'intérieur qui vont se trouver dans un équilibre instable entre une force de gravité qui voudrait qu'elle s'écrase sur elle-même et une réaction nucléaire qui se produit en son sein, qui rayonne et qui empêche qu'elle s'écrase complètement. On est bien là dans un système complètement en équilibre instable permanent. Et formation des planètes, des comètes, des astéroïdes et d'autres nuages, puisque quand l'étoile va exploser, ce qui est un des sorts des étoiles, elle explose en supernova qui recycle et qui renvoie toute la matière qui a été produite, enfin pas toute, mais une grande partie de la matière qui a été produite, donc plus structurée, les atomes d'oxygène, de carbone, etc., qui ont été produits dans l'étoile et vont se retrouver dispersés dans l'univers pour former de nouveaux nuages avec de nouvelles étoiles de différentes générations. Donc on passe d'un niveau étal, désordonné, je dirais, à un état concentré et ordonné, mais localement et temporairement. C'est aussi cette notion d'historique qui est importante, c'est que justement, ça va se faire à un endroit au prix d'un désordre plus grand, puisque l'univers est en expansion, au prix d'un... On n'est pas coupé, non, ça va. D'un désordre plus grand à l'échelle macroscopique de l'univers. Ce qui fait qu'il n'y a pas de violation de la deuxième loi de la thermodynamique. Et temporairement, parce que une étoile a une durée de vie limitée, donc du coup, comme notre planète, etc. Toutes ces structures qui existent dans l'univers. Donc on peut dire que c'est un moment négantropique, la formation des astres. Et on voit bien que cette constitution d'un système solaire vient des contraintes, comme on l'a vu tout à l'heure pour la rivière qui se forme avec ses méandres. Eh bien là, c'est la contrainte de la gravitation, des réactions nucléaires justement qui découlent des 4 lois fondamentales, l'attraction forte, etc., et électromagnétique, qui vont s'exercer sur l'entropie, qui vont permettre la création, qui vont faire le travail nécessaire pour que ces structures se mettent en place. Alors, je ne vous le cache pas, cet élargissement de la notion de négantropie, autant pour le vivant, elle est à peu près acceptée. Je dis bien à peu près, parce que
par exemple, la personne qui fait la présentation, la Galiana, il ne parle jamais de négantropie, mais pour le vivant, elle est à peu près admise, je dirais. Elle est controversée quand l'étend justement à l'échelle de l'univers tout entier. Puisque la seule augmentation de l'entropie suffirait à expliquer le passage d'un état d'entropie basse, nuage de gaz, poussière, etc., vers un élément plus structuré. Pourtant, il y a quand même des paradoxes, parce que si on prend un nuage de gaz et de poussière, c'est un état qui est relativement proche du troisième principe de la thermodynamique, qui dit qu'un corps pur a une entropie maximale et qui est égale à une entropie maximale, très grande entropie. Minimale, pardon. Ah, là, il y a une erreur. C'est une entropie minimale qui est égale à 0. Il y a une erreur sur le transport. Et qui fait après qu'augmenter. Et puis, donc un état d'entropie plus grande, or qu'une étoile est un système. Donc, et puis qu'ils disent également qu'il y a un nombre de configurations qui est plus élevé, puisque les configurations dans un nuage de gaz sont assez faibles, et que le nombre de configurations va être plus élevé dans une étoile. Alors, mais je dirais encore, il y a quand même un paradoxe qu'un nuage de gaz froid, je pense que on le conçoit humainement assez facilement, qu'un nuage de gaz froid soit plus structuré qu'une étoile, on a quand même du mal à le concevoir. Et je pense que c'est là où il faut bien faire la différence, et c'est pour ça que je l'ai noté en bas en gros, c'est la différence entre la notion d'ordre et la notion de structuration. Je pense que c'est peut-être là qu'il y a hiatus. Parce que sans négantropie, il n'y a pas de structure. Sans ces contraintes des quatre forces fondamentales, il n'y a pas de particules subatomiques, il n'y a pas de quark, il n'y a pas de nucléons, sans l'interaction forte. Il n'y a pas de particules atomiques, il n'y a pas d'atomes, il n'y a pas de molécules, sans l'interaction forte et l'électromagnétisme. Il n'y a pas de radioactivité bêta, il n'y a pas de fusion nucléaire, donc il n'y a pas de réaction au cœur des étoiles s'il n'y a pas l'interaction faible. Il n'y a pas d'astre, pas de cohésion de la matière, pas de galaxie, pas d'effondrement de nuages de gaz s'il n'y a pas la gravité. Donc il y a bien quelque chose de plus que ces simples forces, cette loi anthropique. Donc il n'y a pas de structure. Et c'est pour ça que je propose en fait un arrangement et en fait pour poser la différence entre la notion de structuration et la notion d'ordre. J'ai ici mis en ordonnée l'ordre, donc l'ordre qui va mesurer les arrangements possibles, et puis la structuration ici, sur l'axe des abscisses, qui est le nombre de configurations existantes. Avec ici l'arrangement possible avec un ordre maximal où on a une entropie 0, et donc on est proche du corps pur à 0 degré Kelvin. Et donc j'ai placé un certain nombre d'événements que nous connaissons dans ce graphe. En commençant par le Big Bang, ici, et puis après on a des nuages de particules qui se forment. Il y a des trous noirs qui se forment aussi. Il y a des astres primitifs de première génération, il va y avoir des galaxies, des supernovas. Donc on voit bien qu'on oscille en définitive en allant toujours dans le sens d'une croissance, enfin d'une décroissance de l'ordre, hein, puisqu'on part d'un ordre très élevé pour aller toujours vers un désordre. Donc plus on descend, plus on va vers le désordre. Mais également, on a une tendance à avoir des structures qui sont, elles, de plus en plus structurées. Et donc, même s'il peut y avoir des allers-retours, hein, vous avez des astres primitifs, puis ils explosent en supernova, donc du coup, c'est moins structuré. Qui redeviennent des nuages de gaz, donc c'est encore moins structuré, etc. Des galaxies. Et puis, on arrive aux vivants primitifs, les premiers vivants, qui sont peu structurés. Puis après, on a des vivants qui sont un peu plus évolués. On a après, par exemple, des vivants qui redescendent au niveau de structuration après une grande extinction, une extinction de masse. Et puis on a au final les vivants en société, bon, notamment nous,
qui sommes encore plus structurés. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation complexe entre ces deux notions d'ordre, ce que mesure l'entropie, hein, et cette notion de structuration. Donc avec un sens du temps qui, qu'on voit bien, va d'un grand ordre vers plus de désordre, mais également globalement, je dirais, d'une structuration très faible vers toujours plus de structuration. Voilà, je pense que ça, c'est très important de montrer cela et de distinguer ces choses. Alors, je pense qu'il faut également être modeste parce que actuellement, et c'est vraiment la limite de nos connaissances, il y a beaucoup de connaissances dont je parle là qui sont quand même extrêmement récentes. Actuellement, nous constatons les structures, mais nous ne comprenons pas l'existence de l'univers. Il faut quand même bien le savoir. C'est-à-dire que d'après le modèle standard, normalement, il aurait dû y avoir annihilation complète de la matière et de l'antimatière qui a été créée au moment du Big Bang, et il devrait y avoir rien. Donc, l'existence même de l'univers nous interroge. Tout devrait être étalé, uniforme. Et en fait, on constate justement qu'il y a eu formation des galaxies. On ne sait pas comment se sont formées les galaxies. Même les dernières découvertes du télescope, James Webb Télescope, là, montrent que les galaxies existent même quasiment très tôt dans l'histoire de l'univers. On revient à cette question d'histoire. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. On pensait qu'elles s'étaient formées au contraire plus tard. Donc il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas encore. Hein. La chose qu'on peut dire, c'est qu'on constate des structures. Autre limite de nos connaissances, c'est qu'il y a une théorie, enfin il y a tentative de créer une théorie du tout qui unifierait les 4 grandes forces dont nous avons parlé, gravitation, électromagnétisme, interaction forte, interaction faible, une théorie du tout, théorie de la grande unification. Et cette théorie de la grande unification, justement, on voit bien que ce sont les contraintes dont je parlais tout à l'heure, est-ce que c'est pas justement ça la négantropie, hein? C'est-à-dire que cette théorie du tout, ça serait la négantropie, justement. Donc ça, c'est encore une question, je dirais, ouverte, mais quelque part, on voit bien qu'il y a une corrélation forte entre ces deux notions. Et puis, il y a également ces trous noirs. Ces trous noirs qui sont des singularités qui sont simplement décrits par 2 scalaires. Hein. 2 scalaires, donc singularité, je fais remarquer que donc qui est normalement l'aboutissement de l'entropie, donc l'entropie maximale, ça va se retrouver dans des trous noirs, et puis l'entropie minimale qui était au moment du Big Bang, or que c'est tous les deux des singularités. Moi, je ne peux m'empêcher de voir un paradoxe dans ces deux choses qui sont des singularités où les modèles s'affolent. Donc on est vraiment à la limite de nos connaissances. Et puis il y a aussi ces questions de matière et d'énergie noire qu'on constate, et puis donc on constate les effets, mais on n'a absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a également la phase d'inflation de l'univers, qui est intervenue très tôt dans l'univers, dans l'histoire de l'univers, avant 1 seconde, je crois, d'existence, où l'univers a cru de façon exponentielle, on peut dire d'un volume extrêmement petit à un espace extrêmement grand, c'est la phase d'inflation, donc beaucoup plus vite, entre guillemets, que la vitesse de la lumière, mais dans laquelle l'entropie diminue. Alors, pas tout à fait, disons, c'est sa densité qui diminue. Hein. Mais, quelque part, ça contredit également l'augmentation sans cesse de l'entropie. Donc, voilà encore quelque chose qui nous interroge complètement. C'est une théorie, l'inflation, mais on n'a pas... ça reste extrêmement mystérieux. Et puis, ça j'en ai déjà parlé, le moment négantropique le plus important, ça serait le Big Bang, voilà, avec cette notion de singularité. Alors moi je propose, à ce stade, je vous propose une définition, non pas tellement de la négantropie, mais du principe négantropique,
que j'énoncerai ainsi. Tendance de la matière et de l'énergie à se structurer toujours plus de manière locale et temporaire. Puisque nous l'avons vu, l'entropie ne suffit pas, il faut aussi les contraintes pour que les structures puissent émerger. Ces contraintes, ce sont ces 4 forces fondamentales, et plus toutes les autres forces, toutes les autres lois de la physique qui résultent de l'existence de ces 4 forces. On parlait l'autre jour, Jean-Charles parlait de la pression, etc., dans la thermodynamique. Voilà, ce sont des résultantes, en définitive, à la fois de ces principes de la thermodynamique et de l'entropie et de ces forces fondamentales. Et toutes les autres lois, électriques, physiques, etc., se déduisent, sont des assemblages des structures qui ont été créées à partir de ces forces fondamentales et de l'entropie. Et plus l'histoire, dont, et je rebondis là-dessus, dont le chaos déterministe. On a démontré assez récent, je crois, qu'il y a la notion de chaos déterministe. C'est-à-dire que même si les lois sont parfaitement déterministes, se décrivent par des équations mathématiques tout à fait formelles et sans aucun doute, il suffit d'une variation très faible des conditions initiales pour avoir, au bout d'un moment, des résultats complètement différents, complètement opposés. Et c'est justement l'effet papillon dont parlait Jean-Charles tout à l'heure, c'est très exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça obéit à des lois parfaitement justes mathématiquement que vous passez de 1 à 1,1 pour une valeur de quelque chose, eh bien, ce qui va advenir en termes d'histoire de ce système va être totalement différent. Peut-être qu'il y aura dans ce système, si on prend un système planétaire, eh bien peut-être dans un cas, il y aura 3 planètes, puis dans l'autre cas, il y en aura 4. Simplement par une variation très faible des conditions initiales. C'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. Même si ça suit les lois de Newton, etc. Tout cela, ce sont des expressions, justement, de la négantropie. Et puis, j'ajouterai à ça, malgré tout, c'est ce théâtre dans lequel tout cela se déroule. Ce théâtre, c'est l'espace-temps. L'espace-temps, avec l'espace qui croît sans cesse, puisque notre univers est en expansion, et puis le temps également qui croît sans cesse, puisque le temps s'écoule et il est toujours... à chaque seconde, il s'agrandit d'une seconde, justement. Et puis dans ce théâtre, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ajustement fin des constantes fondamentales. Il y a un certain nombre, une quinzaine de constantes fondamentales, qui, si elles étaient très légèrement différentes, nous feraient aboutir à un univers extrêmement différent. Bon, je vous renvoie également aux conférences de Galina, je ne me rappelle déjà plus son nom, pour justement l'ajustement, il décrit cela, il étudie ça justement de façon assez intéressante, cet ajustement d'un certain nombre de constantes, toutes les constantes cosmologiques, la constante de Hubble, etc. Voir que notre univers n'existerait pas. Alors, je vous propose maintenant, pour aller plus loin, je vous propose même une mesure de la négantropie. Alors, ça ne va pas mesurer exactement la négantropie, mais c'est une mesure autour de la négantropie. Alors, qu'est-ce qui a été mesuré autour de l'entropie par Eric Chesson, donc, qui est un chercheur américain? Je vous propose une mesure de la négantropie qui s'appuie sur ces travaux de Eric Chesson. Et il a comparé le flux d'énergie par kilogramme de matière pour différentes structures. Donc, ce qu'ils appellent complexité. Moi, je n'utilise pas ce mot complexité, jamais. Je parle parce que complexité, c'est une notion humaine, c'est une notion anthropique, je dirais, mais avec un A, A-N, une notion humaine. Est-ce que c'est complexe, est-ce que c'est difficile à comprendre pour nous ou pas? Moi, je n'utilise jamais ce terme. Dans certains cas, il va pouvoir s'appliquer, hein, mais dans ce cas-là, je parle plutôt de niveau de structuration. Je ne parle pas non plus de niveau d'organisation, parce que organisation, ça veut dire qu'il y a un organigramme, qui a forcément une architecture qui est derrière. Hein. Là, on n'en sait rien. Et donc, structure, niveau de structuration est beaucoup plus neutre, je dirais. Et qu'est-ce qu'il a constaté en comparant les flux d'énergie par kilogramme de matière? Eh bien,
que pour 1 kg de matière d'être vivant, nous émettons 10 000 fois plus d'énergie qu'un kilogramme de soleil. Quand j'ai lu ça, quand j'ai découvert ça, j'ai été moi-même, puisque c'est cette présentation qui m'a permis de découvrir ça, ça m'a choqué de façon considérable. Mais nous, notre oreille, notre nez, etc., 1 gramme de notre nez émet 10 000 fois plus d'énergie qu'1 gramme de soleil. Ça paraît totalement contre-intuitif, mais ça a été mesuré justement par les travaux d'Éric Chesson. Donc c'est assez impressionnant. Et il a également montré que, donc là sur ce vivant, pour 1 gramme de société, qui revient à la même chose que l'homme en définitive, aujourd'hui, les êtres vivants, 1 gramme de société émet 100 fois plus qu'1 gramme de vivant tout seul. Donc, par exemple, l'homme en société, on va dire, prenons 1 gramme d'homme qui est en société, par rapport à un animal sauvage, je dirais une taupe par exemple, eh bien, qui elle vit comme ça, le gramme de taupe, il va émettre 10 000 fois plus que le soleil, mais l'homme en société, le même gramme, va émettre 100 fois plus que ce gramme de taupe. Donc, en fait, l'homme en société émet 1 million de fois plus par gramme que le soleil. C'est impressionnant, hein. C'est même incroyable, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Nous émettons énormément d'énergie. En définitive, nous concentrons, justement, nous structurons cette énergie et nous différons ça. C'est là où on voit la définition. Alors, je vais revenir dans les slides suivants. Donc lui, ils appellent ça, Éric Chesson, il appelle ça l'efficacité anthropique d'une structure qui s'exprime en joules par seconde par kilogramme. Mais moi, je propose d'appeler ça, cette même mesure, taux négantropique spécifique d'une structure. C'est-à-dire que si on prend dans d'autres domaines, donc là, en cosmologie, Éric Chesson appelle ça Energy Rate Density, densité du taux d'énergie. En biologie, si vous regardez des publications biologiques qui s'intéressent à ces sujets, c'est le Specific Metabolic Rate, taux métabolique spécifique. Moi, je propose d'appeler cette même mesure d'un autre nom, plutôt que ça soit une efficacité anthropique. Mais déjà, on s'approche avec la notion de biologie de métabolisme. Taux négantropique spécifique d'une structure. En définitive, c'est pour ça que j'ai mis ici le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Si vous considérez du point de vue anthropique, vous regardez le verre à moitié vide pour cette mesure. Mais si vous regardez du point de vue négantropique, vous voyez le verre à moitié plein. Mais c'est la même mesure du verre. Voilà, c'est un petit peu le parallèle que je voudrais faire, mais qui... Et donc, je pense, moi je propose que ce soit une mesure, justement, du taux de négantropique spécifique d'une structure. Et on va retomber, justement, de nouveau sur l'efficacité négantropique, donc en joules par seconde par kilogramme. Donc là, on pourrait dire que c'est la capacité à dissiper de l'énergie. Donc l'homme, 1 gramme d'homme en société dissipe un certain nombre de joules par seconde par kilogramme. Et puis si on dit que c'est le taux négantropique spécifique, c'est la capacité à procéder de l'énergie, en définitive. Donc dans un cas, on regarde ce qui rentre, et dans l'autre cas, on regarde ce qui sort, en définitive. Mais au fond, on retombe sur la définition de Spigler, capacité à différer la dispersion de l'énergie. Donc on voit bien que, en fait, on mesure, on retombe complètement sur nos pieds. On constatera que c'est la même unité de mesure qui est utilisée pour qualifier les capacités d'une batterie d'un certain type à stocker l'énergie. En fait, si on réduit cette formule, on arrive à du watt par kilogramme. Donc c'est un matériau, en définitive, dans une structure donnée. Je dirais que la différence, c'est que dans un cas, on travaille en flux, donc c'est le cas de la négantropie, or que dans une batterie, on travaille en stock. Donc on va dire une batterie cadmium nickel ou lithium, je ne sais pas quoi, lithium-ion, a par kilogramme telle capacité à stocker l'énergie. Eh bien, en flux, on dirait l'homme a telle capacité à procéder tel flux d'énergie.
Alors, quelles sont les conséquences, les interprétations et les limites qu'on peut trouver à cela? Donc, si on prend par exemple le taux négantropique spécifique le plus élevé, hein, eh bien, le plus élevé dans nos cœurs, dans notre être, c'est le cœur, l'organe qui a le taux négantropique spécifique le plus élevé, c'est-à-dire le taux métabolique, c'est le cœur. Et c'est pas un hasard. Parce que, et c'est pas le cerveau, justement, mais on va y revenir. Le cœur, parce que c'est le plus important pour persister dans l'être. Là, vous voyez les échos que ça fait, vous commencez à mesurer les échos que ça peut avoir dans les termes politiques et spirituels, notamment, et philosophiques. Donc, c'est un des organes, il y a le rein également, mais le rein, au fond, ne fait qu'épurer le sang qui fait partie de ce système de circulation sanguine, qui est le plus important pour nous, en tout cas, être mammifères, etc., pour persister dans l'être. Donc c'est celui qui procède le plus d'énergie par unité de masse. Bon, après, bon, là, on peut aussi en voir une autre conséquence, c'est par rapport à la prédation-utilisation. Donc, pour un système ou écosystème donné, les structures de TNS plus élevées utilisent celles de TNS plus faibles. Donc, ça justifie qu'on va passer des plantes aux herbivores, puis aux carnivores, omnivores. Donc, on a une justification, en définitive, de cette histoire, hein, qui, là, pour le coup, apparaît comme un attracteur et n'est pas le produit du hasard du tout. Hein. Les limites de ce taux de négantropique spécifique, que j'appelle TNS, la limite, c'est que ça mesure la capacité à dissiper, hein, à procéder de l'énergie. Ça ne mesure pas le niveau de structuration. Ça ne mesure pas non plus la complexité de la structure, notre capacité à la comprendre. Par exemple, comme je disais, le TNS du cœur est supérieur au TNS du cerveau. On peut supposer que le cerveau est plus structuré que le cœur. C'est généralement ce qu'on admet. Donc, on voit bien que c'est pas la même... voilà, ça ne mesure pas le niveau de structuration. Puis dans un système, il va y avoir le TNS du système qui va être entre le TNS de son du composant qui est le plus faible, et il va avoir des composants plus forts à l'intérieur. L'homme, par exemple, il va avoir un cœur qui a un TNS très très beau, très très haut, mais lui, globalement, en tant qu'homme tout entier, il va avoir et puis les pieds peut-être qui ont un TNS très bas, et puis l'homme, il va avoir un TNS qui va se situer entre les deux. Alors, si maintenant on élargit cette notion de négantropie au niveau philosophique, on voit bien qu'elle a été intuitée depuis très longtemps par les philosophes. Et en particulier, je commencerai par le plus ancien ici, par Lao Tzu, qui, dans une traduction notamment, où il dit que le Tao ne peut être perçu plus petit qu'un électron, il contient d'innombrables galaxies. Et puis dans la même citation, toute chose... Il y a quelqu'un qui a perdu? On a perdu quelqu'un? Oui. Je m'interromps 2 secondes. Donc je conçois que c'est assez dense, hein, comme présentation. Mais je pense qu'il va revenir, notre ami, comme il a fait déjà plusieurs fois. Je vais boire un coup, ça va me faire du bien. Peut-être qu'on fera le débat sur cette présentation peut-être une autre fois, du coup, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. Je vois qu'il est 14h10. C'est déjà long. Puis comme Christian n'est pas là, en plus, ça lui donnera l'occasion de visionner la vidéo, puis peut-être de réagir dessus après. Donc ce sera peut-être pas plus mal. Si vous en êtes d'accord. On attend que Claude se reconnecte. Parce que je pense en plus que c'est la partie qui va peut-être le plus l'intéresser en plus. Donc, oui, mais Claude n'est pas là depuis longtemps. En fait, c'est moi qui étais déconnecté quelques secondes et tu as entendu la déconnexion de mon double, puisqu'à un moment donné, j'étais en double dans la vidéo. Donc, ce que tu as entendu, c'est le départ de mon double. Voilà. Donc, Claude n'est pas là depuis plus d'une demi-heure. Ah, d'accord. Ah bon, ok. Bon. Alors, bon, je poursuis alors.
Et bon, et donc je poursuis, et toutes choses finissent dans le talot, comme les rivières se jettent dans la lumière. Donc on voit bien ici l'écho que ça fait tant à la notion d'entropie qu'à la notion de négantropie. Il y a 2500 ans, hein, il a énoncé ça. Spinoza, avec sa notion de conatus, Schopenhauer, avec sa notion de vouloir vivre, qui revient, donc qui est pour moi une expression de la négantropie, justement. Bon, Michel Serres, plus près de nous, hein, pour lui, les vivants sont des systèmes d'information. Spencer, qui propose un quatrième principe de la thermodynamique, qui dit « Tout système traversé par un flux d'énergie, entre un état faiblement anthropique et un autre plus anthropique, tend à s'auto-organiser. » Voilà, ça c'est encore une nouvelle formulation, quelque part une formulation du principe négantropique, sous une autre forme. Alors attention, il y a également la notion de vitalisme, hein, qui a été notamment reprise par Bergson, mais qui est limitée au vivant et qui est anthropocentrée, mais qui procède un peu de la même intention. Donc, quand on a quelque chose qui est quand même récurrent de cette façon-là, c'est que c'est quand même signifiant. Négantropie est bien. Eh bien, la proposition que je fais, c'est d'interpréter, et c'est la base de toute ma démarche spirituelle aujourd'hui, c'est ce qui promeut la négantropie, c'est le bien. C'est notamment cette notion de persister dans l'être. Et donc, ça donnerait une profondeur, et je vais faire notamment une présentation du bien pas plus tard que vendredi prochain, qui fait complètement écho à ça, avec d'autres citations, qui donne du coup une profondeur, pas simplement sur le vivant de la notion de bien, mais une profondeur cosmologique à cette notion de bien, donc qui remonte vraiment à tout ce qui structure l'univers. C'est tout à fait, je dirais, pour moi, je trouve ça vertigineux. Et puis, j'ai lu cette semaine, puisque j'ai été hospitalisé un jour, et puis ça m'a permis de lire un texte que je n'avais pas eu l'occasion de lire jusque-là, sur Simone Veil et Charles de Gaulle. Et puisque nous avons vu que c'est la contrainte qui crée la structure. Sans la contrainte, il n'y a pas la structure, lorsqu'elle s'applique à un flux. Eh bien, il y a une citation que j'ai lue dans ce texte, de Marc Aurèle, donc une citation reprise par Simone Veil, qui dit la chose suivante. L'être doué de raison peut faire de tout obstacle une matière de travail et en tirer parti. Et donc, cette notion de contrainte, qui on voit bien, forme le Deus ex machina de la structuration de la matière et de l'énergie. Du coup, ça a des répercussions énormes, y compris pour savoir quelle est la bonne direction à suivre dans la vie. Puisque bien souvent, enfin, je vais le dire de façon plus explicite, bien souvent, on va dire faisons ce qu'on veut, laissons les gens libres, etc. Or, on voit bien quelque part que si cette notion est cosmologique à une profondeur aussi grande et que c'est les contraintes qui créent la structure, ça a un impact même sur la nature même du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme. Moi, j'ai trouvé ça énorme comme constat. Alors, je terminerai donc déjà sur ces notions et essayer de digérer. Une autre vidéo de Galignana sur négantropie et société, et notamment il cite Ilya Prigogine, qui a étudié justement ces systèmes dissipatifs éloignés de l'équilibre, donc ouverts, qui dissipent de l'énergie, qui sont éloignés de l'équilibre. Donc ce sont des systèmes instables, systèmes en déséquilibre, on dirait, mais qui rétablissent en permanence leur équilibre. Et notamment, la société en croissance est en déséquilibre, non durable, puisqu'elle est croissante. Hein, donc si vous avez une droite qui croît éternellement, elle va forcément rencontrer une contrainte, elle va rencontrer une limite, fatalement, à un moment donné ou à un autre.
Et quelque part, les conditions pour être en déséquilibre durable, il faut un système qui soit auto-stabilisant, je dirais régulé. Moi qui ai travaillé il y a longtemps dans les systèmes régulés, justement, eh bien, on a justement la régulation de vitesse d'un moteur, par exemple. Eh bien, vous avez la consigne, dire tourne à telle vitesse, et puis vous avez une rétroaction négative qui fait que si la vitesse monte, eh bien, on va diminuer la valeur de consigne, et si la vitesse descend, on va l'augmenter pour compenser la chose. Donc un régime auto-stabilisant, en définitive, va tendre vers une trajectoire qui est plus ou moins proche d'une sinusoïde. Un système durable doit s'approcher fatalement de ça. Pour l'homme, c'est la même chose. Il va manger à un moment donné, donc là, il va augmenter, par exemple, sa capacité d'énergie, puis l'après-midi, il va travailler, il va décharger, et puis il va remonter, il va remanger, et puis ça va aller mieux, etc., etc. Donc la seule chose réellement durable, ce sont pour ces systèmes dissipatifs éloignés de l'équilibre, et les sociétés en sont, et donc là, ça a un impact politique, doivent tendre vers quelque chose qui ressemble à une sinusoïde. Voilà, j'en reste là, parce que bon, j'ai encore 2 slides, mais je vous laisserai les consulter, et puis aux gens que ça intéressera sur le site de les consulter. Donc, ça fait déjà 1h06. Donc, est-ce que vous souhaitez réagir à chaud? Je pense qu'on peut le faire peut-être pendant 5 minutes assez court, sachant qu'on aura une troisième... au moins une troisième, voire une 4e émission sur le sujet pour vraiment en débattre en profondeur. Jean-Charles. Oui, bien sûr. D'abord, je te félicite de cette présentation très complète, très fouillée. Bon, voilà. Ensuite, je trouve beaucoup plus de matière à réflexion enfin voilà, par rapport à ce qu'avait fait Christian, qui s'était limité à cette notion mécaniste de l'entropie, etc. Et là, j'ai trouvé beaucoup plus voilà, des indications. Et, enfin, on est sur un chemin similaire hein, au niveau de la réflexion. Tout va bien. Pour autant, voilà, c'est juste la petite mouche du coche que je suis souvent. C'est lorsque, par exemple, tu dis oui, je veux pas utiliser complexité parce que complexe, parce que c'est une notion humaine. Mais enfin, encore plus en amont de ton exposé, je me faisais la réflexion sur la notion même de structuration. Qu'est-ce qui dit et qui décide et qui constate la structuration des astres dans l'univers et de tous les éléments dont tu as parlé qui sont censés se structurer. Est-ce que tout simplement ce ne sont pas justement des hasards de la grande mécanique universelle qui font qu'à un moment donné les choses s'entrechoquent et ce serait je sais pas, des espèces d'équations fractales en plein milieu de l'univers qui ferait qu'il y a une galaxie et que ce sont des états justement instables, et là tu viens justement de terminer là-dessus, une galaxie et c'est peut-être le haut d'une sinusoïde et ensuite on aura un bas, une déstructuration de la galaxie. Donc voilà, c'est simplement et d'ailleurs tu as abordé ce sujet en parlant de paradoxe, le paradoxe de l'entropie qui contient sa propre négantropie, et la négantropie qui contiendrait l'entropie. Il y a vraiment matière à discuter là-dessus, et intellectuellement, c'est ce qui me paraît le plus à discuter. C'est justement ce paradoxe. Et le jugement, le regard que nous avons et l'humilité que nous devrions avoir, ne serait-ce que de dire que telle chose est structurée. Tu t'es limité à la complexité, voilà, telle chose est-elle structurée. Oui, non, mais justement, tu as intervenu sur cette... Comment ? Je parle de structuration, parce que ça, c'est objectif.
Je ne veux pas parler de complexité, justement. Voilà, oui, je sais bien. Il suffit de mais la réserve, on ne peut pas dire la réserve. La réserve que tu émets sur la complexité, moi j'ai envie de l'emmener sur la réserve du jugement de la structuration. Mais parce que en fait, toute action néganthropique, enfin tout constat néganthropique, c'est-à-dire la structuration, l'amélioration du désordre, etc. Est-ce que ce ne serait pas des effets papillons inverses qui supéraient, enfin, mais voilà, c'est une question voilà qui rentre dans le paradoxe que je ressens et j'aimerais bien plus exprimer, réussir à mieux exprimer plus tard. Voilà. Si tu permets, Luc, vas-y. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Jean-Charles. C'est pour lui répondre, quand il pose la question, c'est tout juste s'il ne posait pas la question, Dieu existe ou pas? C'est pour ça qu'on peut dire finalement oui ou non. Voilà. Donc, c'est pour lui répondre là-dessus. Moi, je vais continuer. Alors, voilà. Alors, le taux négatif, le taux néganthropique spécifique, j'ai bien compris, c'est sur le plan donc énergétique et pas sur le plan de la structure que tu le places, hein, c'est ça? Alors, c'est l'énergie dissipée, donc le nombre de joules par seconde par kilogramme de matière. D'accord. Tu as 1 kilo d'homme, ben, il dissipe tant de joules par seconde. D'accord, ok. Voilà. Et par rapport à ta phrase, ce qui promeut la néganthropie, c'est le bien. Moi, j'ai écrit hier justement sur le site du CDRS. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai vu. Voilà, ça fait pendant à ça. Pour contrer partiellement l'entropie accélérée de la société des énergies fossiles, faisant des hommes des mollusques, l'amour, dans sa version agroécologique, est en fait la reine de la néganthropie. Donc, dans le sens où moi, je place la néganthropie sur l'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'information. Est-ce que l'esprit est de l'information? Est-ce que l'amour, c'est une sorte d'information? Voilà, c'est là, moi, mon sujet qui m'intéresse. C'est très intéressant ce que tu as remarqué, parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas fait le rapprochement entre esprit, amour et justement information, parce que la théorie de l'entropie, donc de la néganthropie aussi, puisque l'inventeur c'est Brioulin qui a travaillé justement là-dessus, sur la théorie de l'information. Est-ce que l'esprit, est-ce que l'amour c'est de l'information? Voilà, parce que moi je pars du principe. C'est encore plus vertigineux ce que tu nous proposes. Voilà, et je pars du principe de dire, mais enfin pas du principe, c'est que je suis arrivé à la conclusion, est-ce qu'il vaut mieux un gros agriculteur industriel qui te fait tout mécanique, tu vois, et qui te fait tout avec la chimie et tout l'appareillage donc de la société industrielle, ou plutôt 100 agriculteurs qui font peut-être la même quantité alimentaire, mais qui vont respecter la nature. Voilà. Alors, je ne sais pas comment l'écologie, dans son dimension agroécologique, elle est source de néganthropie. Mais ça, c'est mon intuition, mais je ne saurais pas le quantifier. Bah, là, peut-être que Jean Covici, justement, enfin, tous les discours qu'il dit, il dit la société durable sinusoïdale que j'évoque, il dit c'est celle qui existait à peu près. Hein. Je pense que c'était déjà faux parce qu'on avait déjà bien altéré la planète bien avant la révolution industrielle. Mais bon, à une échelle beaucoup moindre quand même, mais on était déjà quand même plus proche de la sinusoïde dont je parle, mais on commençait déjà à s'en écarter. Puis là, avec la révolution industrielle, ça c'est... Ne serait-ce que par la croissance démographique, hein, tout simplement. Hein. Voilà, ça c'est ma réaction à chaud, c'est tout. Ok. Bon, bah merci messieurs, ça fait 1h15 d'émission, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup.